Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le 21h sur la LCS, la grande édition du soir. Tout de suite, les titres de cette édition que nous allons développer tout à l'heure. L'Université de Dakar, un hommage à Senghor annulé par les étudiants en colère. Il continue de dénoncer la réforme de l'enseignement supérieur. Portrait de Léopold Sédar Senghor dans cette édition à la veille de l'anniversaire de sa mort. Magal de Touba, le chef de l'État, est arrivé ce jeudi dans la ville sainte où il doit effectuer la prière du vendredi. Et puis notre série de portraits des khalifes se poursuit avec Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacké, troisième Khalif des Mourides. Nous parlons également environnement dans ce journal, la pollution de l'air intérieur à l'origine de plusieurs morts à travers le monde. Une solution innovante présentée ce matin à Dakar. À la Sonatel, le syndicat expose des problèmes internes de la société. Nous en parlons dans le point du jour avec notre invité, Babacar Sarr, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonatel. Le développement de tous ces titres dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir sur la LCS. La dernière information, l'Assemblée nationale vient de voter donc le report des élections locales de 2014. Pour le rappel, l'Assemblée nationale avait été saisie en procédure d'urgence pour valider le report des élections locales, mais aussi pour la modification du Code des collectivités locales. Tout ceci a été donc bouclé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les députés étaient en plénière. La plénière vient d'ailleurs d'être bouclée. Sachez donc que le report a été voté à l'Assemblée nationale. Les élections locales, en clair, ont été reportées par le pouvoir. Un conseil interministériel sera organisé d'ici 2014 en vue de l'adoption de la nouvelle stratégie nationale de protection de l'enfance, a déclaré ce matin le directeur des droits de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Niorobaï Diouf qui s'exprimait au cours d'un atelier de restitution des résultats des réalisations des comités de protection de l'enfance de 12 départements du Sénégal, a indiqué que son département est dans l'attente d'une date pour la tenue de cette rencontre. Parlons environnement dans cette édition, faire la cuisine une activité simple, mais qui peuvent avoir des conséquences sur le climat et la santé publique à travers la population ou à travers la pollution de l'air intérieur. Un phénomène qui fait beaucoup de morts à travers le monde. Ici au Sénégal, une solution innovante a été présentée ce matin pour lutter contre la pollution et ainsi sauver des vies. C'est un compte rendu d'Amara Souma et Omondiaï. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, au moins 4 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air intérieur de leur habitation. Au Sénégal, plus de 6 000 personnes sont tuées par le même phénomène causé par la fumée produite par les fourneaux traditionnels. Les chiffres de la direction de l'environnement et des établissements classés renseignent que 53% de la population sénégalaise utilise des combustibles solides pour faire la cuisine et ce chiffre dépasse 80% en milieu rural, causant des maladies comme le cancer du poumon et la tuberculose, d'où la nécessité de promouvoir des énergies propres. Alors le programme qu'on est en train de travailler avec les Grands Défis du Canada, notre organisation SEMFund, c'est un programme qui veille à distribuer des fourneaux améliorés dans le Sénégal. Maintenant, il y a des barrières qui bloquent l'accès à des produits énergiques qui sont abordables, acceptables, mais aussi utilisables pour les familles au Sénégal. Il existe beaucoup de technologies, mais elles sont trop chères pour les familles. Elles ne sont pas distribuées dans les plusieurs zones où il y en a besoin. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec les groupes communautaires qui déjà existent. On ne veut pas créer des nouveaux systèmes. On travaille avec des groupes qui déjà existent pour pouvoir diffuser ces technologies à un prix qui est abordable pour les familles, mais aussi sensibiliser les familles sur l'importance de la pollution de l'air intérieur. Les conséquences de la pollution de l'air intérieur sur le climat sont considérables, soit 25 à 50% de réchauffement à l'échelle mondiale. La pollution intérieure est quand même une préoccupation vraiment de taille, dans la mesure où c'est un problème de santé publique, mais aussi c'est un problème aussi qui touche à l'environnement global, dans la mesure où les fumées qui sont dégagées par ces technologies traditionnelles de cuisson
contiennent quand même des gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques. Donc tout projet qui contribue à la réduction de ces émissions, à la diffusion de ces technologies propres, nous on est preneurs. Et ça va en droite ligne avec l'action gouvernementale dans ce sens-là, qui vise à quand même contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je pense bientôt des crédits carbone pourront être générés par ce projet-là et ces crédits pourront contribuer à faciliter l'accès des populations à ces genres d'équipements-là. Cette initiative est donc un pas dans la lutte contre la pollution de l'air intérieur, une idée que les autorités comptent bien accompagner afin d'éviter d'autres morts. Plus de 4 millions de populations meurent chaque année dans le monde, précise donc le programme. Et de deux, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en une semaine, des étudiants ont empêché la tenue de 2 rencontres importantes. Le mardi, c'était sur l'emploi des diplômés de l'Institut. Aujourd'hui, c'est une conférence sur la lecture. La rencontre d'aujourd'hui avait notamment pour but de rendre hommage à Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal et l'un des pionniers de la négritude, à la veille de la commémoration de sa mort le 20 décembre 2001. Sokhna Faye, Mohamed Habib Sey et Papsek. De la négritude à la Renaissance africaine, quel concept clé de lecture et réponse pour aujourd'hui et demain? C'est le thème de la table ronde qui était prévue ce matin à l'université par la Fondation Léopold Sédar Senghor en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour sa conférence inaugurale annuelle de rentrée. Les professeurs animateurs Paulin Ontodji et Souleymane Bachir Diagne, agrégés en philosophie, ont été contraints à renoncer à l'animation du thème devant l'infiltration de la masse estudiantine dans la salle envahie. Nous avons convié le monde universitaire, les intellectuels, les femmes et les hommes de culture à une rencontre essentielle en faisant venir une personnalité de choix depuis le Bénin. Et nous préparons cet événement depuis 6 mois. Le cri reste le même. Les étudiants dénoncent les réformes universitaires en cours qui leur tombent dessus sans mesure d'accompagnement, en particulier la hausse du coût d'inscription. Nous refusons les réformes universitaires. Nous constatons que les bourses sont vraiment trop insuffisantes pour pouvoir couvrir nos besoins. Nous allons faire constater à l'État que pour que ces réformes passent, ils vont devoir marcher sur nos cadavres. Il n'y aura plus de cours, ni de manifestations, ni de plan d'action, à part les nôtres. Toute manifestation prévue sera saccagée, sera gâchée par les étudiants. La divergence qu'il y a entre les étudiants et la décision qui a été prise d'augmenter les frais d'inscription ne devrait pas justifier la perturbation d'un événement comme celui-ci. C'est quelque chose que nous déplorons profondément. Les réactions ne se font pas attendre. Elles résument le commun sentiment de désolation chez les autorités universitaires et invités venus prendre part à l'activité. Écoutez, c'est juste simplement regrettable. Pour une fois qu'un des nôtres qui est venu de très loin pour nous parler, qu'on échange avec lui, qui n'ait pas pu prendre la parole, c'est dommage. Outondi ne vient pas tous les jours à Dakar. Vous avez vu le monde qu'il y avait ici? Des gens qui viennent d'habitude à l'université, ne serait-ce que pour la mémoire du président Senghor, sont venus, les anciens ministres, etc., etc. Les manifestations contre les réformes en cours font loi à l'université, cela fait bien un temps. Y a-t-il des chances pour trouver un terrain d'entente pour sauver l'année académique en cours? Nous pensons que tout cela peut se régler autour d'une table. Il faut s'asseoir et parler. Ils ont une opinion. Ils n'ont qu'à inviter les autorités de l'université à s'asseoir et à échanger. On ne réglera rien par la violence, en détruisant, en empêchant l'université de fonctionner normalement.
L'université sénégalaise traverse une crise sérieuse. La stabilisation de la situation a d'ailleurs fait l'objet de promesses électorales lors des élections présidentielles. Il reste à voir combien de temps va-t-on encore attendre pour que prenne fin ce malaise presque chronique. Je rappelle donc que la rencontre d'aujourd'hui avait notamment pour but de rendre hommage à Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal et l'un des pionniers de la négritude. En politique, poète, écrivain, il était tout à la fois et dans tous ses domaines. Il aura marqué son temps. Celui d'avant et d'après les indépendances africaines est mort le 20 décembre 2001. Nous ouvrons une petite fenêtre sur cet homme dont l'anniversaire de sa mort sera célébré ce vendredi. Son portrait est signé ici d'Okodia. Il a vécu 95 ans sur Terre et a marqué son temps. Je vous nomme le feu président Léopold Sédar Senghor, homme politique, poète, écrivain. Agrégé de grammaire en 1935, le professeur Léopold Sédar Senghor est entré à l'immortalité en 1983. Son slogan, apprendre le français, c'est aussi écouter le français. Mais ce premier Africain académicien est devenu inventeur du concept de la négritude en 1934. Avec son ami Aimé Césaire, est père fondateur de la négritude qui est définie comme la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Ce militant des années 60 de l'Union des pays de culture francophone, devenu depuis un certain temps francophonie, fut aussi l'instigateur du premier festival mondial des arts nègres, organisé à Dakar en 1966, secrétaire d'État dans le cabinet des gars forts sous l'ère du président Charles de Gaulle, dans le gouvernement de Michael Depré de 59 à 61. Ce natif de Joal-Fadiouth a vu le jour un jeudi 6 octobre 1906 dans une famille catholique, a pu séduire les Sénégalais avec une majorité de 95% musulmane. Devenu le premier président après les indépendances, de 60 à 80, 20 ans après, il se retire volontairement du pouvoir en 1981 en le laissant avec son ex-premier ministre Abdou Diouf. Il tire sa révérence le 20 décembre dans son domicile à Versailles en France et un deuil de 15 jours a été décrété par le président Abdoulaye Wade, opposant sur son magistère, à qui a vu la présence de son successeur, le président Abdou Diouf. Dokodia, l'un des grands combats de Senghor était, vous l'avez dit, la défense de la race noire. Il lança d'ailleurs avec ses compagnons d'Afrique noire le concept de la négritude et finit par imposer sa pensée et imposer la négritude aux Européens. Voici un extrait de ses discours sur cette négritude. Suivez. On a résolu à moitié un problème quand on en a fait l'historique, et je me reporte à quelques 40 ans en arrière, à la fin de mes études, ou plutôt plus loin encore quand j'étais étudiant en Sorbonne, qu'avec Aimé Césaire, Léon Damas et quelques camarades, nous lancions le mouvement de la négritude. Nous avions commencé par revendiquer passionnément notre identité nègre, et je peux le dire maintenant, nous étions même racistes. J'avais commencé par être déchiré par ce double courant qui m'entraînait vers les valeurs du monde noir et qui me retenait dans les valeurs européennes et françaises en général. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout déchiré, mais j'ai dû vivre une passion au sens étymologique du mot. Donc nous avions commencé par revendiquer notre négritude avec passion, mais il y a eu la guerre, il y a eu le nazisme. J'ai été prisonnier pendant 2 ans et je me suis mis à relire les Grecs et je me suis mis à méditer sur le miracle grec, et j'ai fini par découvrir que le miracle grec, c'était le miracle du métissage culturel. Ce sont les Grecs qui, pendant plus de 1000 ans, ont fait les plus grands éloges des négro-africains. Et c'est pourquoi, à la négritude ghetto, nous avons peu à peu substitué la négritude enracinement, mais ouverture, et nous avons pensé que pour réaliser l'évangile que nous prêchions, pour employer une formule de Sartre, il nous fallait être des métis nous-mêmes et assimiler les valeurs fécondantes
de la civilisation européenne en général et française en particulier, qu'il fallait greffer sur la raison intuitive, la raison discursive. Et il fallait que ces deux raisons se fécondent mutuellement, car c'est dans cette fécondation que le miracle grec s'est produit, et c'est le cas de la France. Des propos émouvants de l'ancien président de la République du Sénégal, premier chef de l'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor, dont l'anniversaire de la mort sera célébré demain. Les socialistes ne seront sans doute pas en reste. Pour son successeur et ancien Premier ministre, Abdou Diouf pense que c'était un homme d'une cohérence absolue. Il dit n'avoir jamais déploré une attitude négative ou médiocre sur Senghor. Tout sur lui était dans l'excellence et dans la lumière, dit-il. Nous l'écoutons. Un homme de génie sur le plan intellectuel, sur le plan politique. C'était un homme d'une cohérence absolue. Cohérence entre sa vie personnelle et sa vie publique. Cohérence entre son œuvre littéraire et son œuvre politique. Je n'ai jamais eu à déplorer une attitude négative ou médiocre chez Léopold Sédar Senghor. Tout chez lui était dans l'excellence, dans la lumière. Il était un homme d'organisation et de méthode, comme il aimait le dire. Il m'a appris à avoir toujours le sens de l'intérêt général et à considérer que l'exercice du pouvoir, c'est d'abord le service du peuple et non pas la réalisation d'une ambition personnelle. Ami avec la France, il était ami avec les pays arabes, il était ami avec les États-Unis, il était ami avec tout le monde. Senghor défendait surtout les intérêts du Sénégal, mais il les défendait de façon intelligente. Abdou Diouf qui parle de son père, entre guillemets, Léopold Sédar Senghor, celui-là qui lui a passé le témoin pour être le chef de l'État, second chef d'État sénégalais. Vous avez suivi donc ces témoignages. Nous tournons cette page et pour parler cette fois-ci de l'affaire du Lamantin Beach Hotel. La Cour suprême a maintenu donc Luc Nicolaï en prison. Sa requête déposée par ses avocats a été rejetée par la Cour suprême. Son dossier évoqué le 11 décembre dernier au tribunal de Dakar. Le procureur général avait requis pas moins de 10 ans de prison ferme contre lui. Le délibéré est attendu le 21 janvier prochain, date à laquelle le détenu dans le cadre de l'affaire du Lamantin Beach Hotel sera définitivement fixé sur son sort. Nous allons à Touba. Le chef de l'État a été reçu cet après-midi par le khalife général des Mourides. Le président Macky Sall, à la tête d'une importante délégation, passera la nuit dans la cité religieuse et priera donc ce vendredi à la grande mosquée de Touba. Au moment où il se prépare à quitter Dakar pour la ville sainte, le chef de l'État a indiqué, je le cite, « Serigne Touba est pour moi un symbole de courage, de détermination, d'engagement, de spiritualité », fin de citation. Dans le cadre de nos portraits, nous vous le disions en titre, nous nous intéressons aujourd'hui au troisième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agit de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Son portrait est signé Aïssata Ndiaye. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké est né en 1914 à Diourbel. Le fils de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme et de Sokhna Mariama Diakhaté, est le troisième khalife des mourides. Il succéda à son grand frère Serigne Fallilou Mbacké. Comme ses prédécesseurs, il a su valoriser des sites comme Kabegay, Kadbolodji, Mbarandien, Bokimbarga et Touba Belil. Il entretenait des liens très étroits avec ses parents. Sous son khalifa, Touba a connu une expansion fulgurante de la cité bénite de Khadimou Rassoul. Accède aux infrastructures modernes, un hôpital, une gendarmerie, une gare routière et un marché. Il est à l'origine de la décoration à la marocaine et de l'extension de la mosquée qui ont nécessité la somme de 1,5 milliard francs CFA et d'une bibliothèque qui abrite 170 000 ouvrages, Khassaïd et des exemplaires du Coran.
C'est à lui qu'on doit la poursuite de l'électricité, l'installation des réseaux téléphoniques, la mise en œuvre des rocades, l'implantation d'une dizaine de forages, parmi lesquels celui de Aïnou Rahmati, le puits de la Miséricorde. Le somptueux palais dénommé Résidence Cœur Serigne Touba porte également la marque de Serigne Abdou Lahad Mbacké pour un coût de 500 millions de francs CFA. Son programme d'assainissement est surtout marqué par la restructuration du marché aux casses afin de lutter contre la contrebande et de redonner un nouveau code de conduite aux talibés pour rendre à Touba à son côté sacré. Son appel destiné aux talibés à avoir chacun une résidence à Touba eut pour seul objectif de faire de la ville sainte une métropole commune. Il est remplacé par son frère cadet, Cheikh Abdou Khadr Mbacké, et imam de la mosquée de Touba. Alors, c'était donc Serigne Abdou Lahad Mbacké, il faut le rappeler, a succédé à la trône à Serigne Fallou Mbacké, dont la naissance est célébrée chaque année, c'est-à-dire le 4 juillet Rajab. Demain, nous reviendrons sur cet homme très célèbre de Touba. Il a encore beaucoup de talibés dans le monde. Tout de suite, mesdames, messieurs, la dernière partie de ce grand journal, c'est le point du jour. Je vous le disais en titre, notre invité dans le point du jour s'appelle Babacar Sarr. Il est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de Sonatel. Babacar, bonsoir. Bonsoir, monsieur Biagui. Merci de nous avoir donné aujourd'hui l'occasion de s'expliquer sur la situation à la Sonatel et son partenariat avec France Télécom, qui est une multinationale française de télécommunications. Très bien, que vous avez déploré hier en conférence de presse, c'est donc le prétexte de votre invitation dans Point du jour. Nous allons essayer de voir cette conférence de presse tenue hier pour dénoncer cette mainmise de France Télécom sur Sonatel. Suivez. Face à la presse, le syndicat des travailleurs de la Sonatel a listé les mots qui risquent de plomber la Sonatel. Aujourd'hui, la stratégie de France Télécom de démanteler le groupe Sonatel. Ils ont lancé des projets. Le grand projet s'appelle Anno et on fait transiter les activités vers cette entreprise-là. Et alors que nous avons en interne une expertise, des techniciens et des ingénieurs qui ne savent que faire cela. Au nom de quoi maintenant on doit confier ces activités à une autre entreprise, alors que nous savons le faire. C'est ce que nous savons faire. Et nous sommes enviés à travers le monde. Oui, ce qu'on va... Déjà, on a déposé une plateforme revendicative. Ça fait une semaine. Et on a demandé à la direction générale et à France Télécom d'arrêter les projets en cours. On a demandé aussi à la direction générale de recruter les intérimaires qui sont à la Sonatel. C'est inadmissible. Nous sommes une entreprise RSE. Nous devons donner l'exemple au Sénégal. Il est inadmissible aujourd'hui de sacrifier des générations, ces jeunes diplômés qui viennent dans notre entreprise et qui finalement se retrouvent avec des emplois indécents à la limite. Ils ne parviennent même pas qui parviennent à les satisfaire en transport et en restauration. C'est juste des 100 000 francs, des 150 000 francs pour une Sonatel qui fait 91 milliards en 6 mois. C'est inadmissible. Ainsi, pour faire face à cette situation, le syndicat des travailleurs de la Sonatel va concocter un plan d'action si rien n'est fait. Pour le plan d'action, nous avons déposé une plateforme revendicative. Normalement, la direction générale doit nous convoquer pour débuter les négociations. Si les négociations n'aboutissent pas, si nous ne sommes pas tombés d'accord, vous savez comment ça se passe. Nous irons à l'inspection du travail et si on a un préavis de grève, mais on fera ce que nous devons faire en tant que syndicat. Cependant, le site invite tout le peuple sénégalais à cette lutte nationale pour préserver cet outil national. 42%, 42,33% d'actions, c'est beaucoup. Oui, oui, pour un partenaire stratégique comme France Télécom, on peut comprendre détenir dans le capital de Sonatel 42,33%.
Mais au début, ce n'était pas ça. Donc au début, c'était 33,33%. Mais en 1998, l'État qui était là donc, a vendu en catimini donc 9% à France Télécom, qui lui a permis d'avoir 42,33%. Mais ils n'ont toujours pas la majorité. Non, ils n'ont pas la majorité, mais malheureusement, dans la pratique, on a l'impression qu'ils ont la majorité, qu'ils ont plus de 51%, la majorité absolue. C'est ce qu'ils font, c'est ce que France Télécom fait à travers ses filiales. Alors que la Sonatel aujourd'hui n'est pas une filiale à France Télécom. Ah oui? Oui, la privatisation a eu lieu en 1997. Et là, il faut se lancer un peu dans l'histoire pour rappeler que la Sonatel a été créée en 1985 par des Sénégalais. En ce moment-là, on avait séparé au niveau de l'OPT, Office des Postes et des Télécommunications, les postes et les télécommunications. On avait créé la Sonatel en 1985. France n'a réalisé cette opération en France avec PTT. Ils ont réalisé cette opération qu'en 1990. Donc nous étions en avance 5 ans sur la France, la grande France qu'on est en train de magnifier aujourd'hui. Donc pour vous dire que l'expertise sénégalaise a toujours existé et existera toujours. Donc nous, on avait une longueur d'avance déjà sur les OPT de France. Et en 1997, on a privatisé la Sonatel. France Télécom, en tant que partenaire stratégique, on l'avait choisi comme partenaire stratégique qui pouvait nous accompagner dans la mondialisation et la globalisation. Parce que qu'on le veuille ou non, les télécommunications, c'est la mondialisation. On est obligé de traiter avec les autres pays. C'est ça, les télécommunications. Donc nous l'avions choisi comme partenaire stratégique, avec 33,33%. Et en ce moment-là, Sonatel déjà avait son réseau mobile. Vous vous souvenez, Alizé? Oui. C'était le réseau de Sonatel, avec des Sénégalais, avec l'expertise sénégalaise, avec des techniciens sénégalais. Et là, France Télécom, au lieu de nous accompagner aujourd'hui en tant que partenaire stratégique, se met dans une position quand même de détenir une filiale à la Sonatel. Et ça, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, par rapport à ces activités, nous sommes en train de faire face avec le peuple sénégalais. Vous demandez le retrait des 9%. Ouais. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Même racheter encore les 42%, c'est possible. Vous vous souvenez de l'affaire de la Sénélec. La Sénélec a été privatisée. Oui. Et l'État a racheté la Sénélec avec Abdoulaye Wade. Donc c'est possible. 9%, ce n'est rien du tout pour un État. Avec toutes les difficultés, bien sûr. Il n'y a pas de difficulté. Hein. Il suffit juste de lancer. Hein. Donc les privés vont s'y jeter. Il y a d'autres opérateurs qui sont là, à travers le monde, des privés, des Sénégalais, des Africains. Et le tour est joué. Hein. Donc vraiment, ce n'est pas difficile. Même racheter les 42%, ce n'est pas difficile pour un État, à plus forte raison que 9%. Oui, vous avez parlé des projets d'externalisation du réseau annoncés par la Direction générale. Ouais. Vous avez soutenu que cette décision n'est pas du tout catholique. Pourquoi? Oui, parce que nous, on a délivré une licence lors de la privatisation à Sonatel. Pour dire que Sonatel, voici votre licence pour faire les télécommunications. Et par rapport à ces projets, nous avons constaté que tous ces projets-là tournent autour de l'externalisation de l'activité télécom de la Sonatel. C'est-à-dire que nous, si on ne peut plus assurer... Vers où? Vers des entreprises étrangères hors Sonatel, vers des entreprises multinationales françaises pour la plupart du temps. Donc on s'est dit que non. Aujourd'hui, je pense que juridiquement, France Télécom et la Direction générale n'ont pas le droit d'externaliser l'activité, c'est-à-dire le cœur des métiers de Sonatel. Nous, c'est les télécommunications. C'est ce que nous avons, c'est l'engagement que nous avons pris face à l'État. Il y a des lobbies internes. C'est ça que vous voulez dire? Il y a des lobbies internes pour s'accaparer d'un outil? Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, France Télécom est accompagnée par d'autres entreprises françaises. Donc, il y a Alcatel-Lucent, vous avez entendu. Donc, c'est une multinationale, hein, donc française aussi, qui s'occupe de l'équipement des télécoms, l'infrastructure des télécoms. Il y a aussi d'autres entreprises qu'on ne va pas citer peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que France Télécom est en train de délocaliser, d'externaliser l'activité du groupe Sonatel. N'oubliez pas aussi que le Sonatel est un groupe. À travers l'Afrique, nous avons des filiales. C'est pour montrer aujourd'hui que, à la Sonatel, au Sénégal, nous avons su quand même créer une société de télécommunications de pointe
pour pouvoir acquérir d'autres licences dans la sous-région. Donc nous sommes au Mali, nous sommes en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, et récemment nous venons d'acquérir une nouvelle licence en Gambie. Et tout cela montre aujourd'hui que l'expertise sénégalaise est là. Donc France Télécom doit nous accompagner en tant que partenaire stratégique. Et si aujourd'hui je vous disais que la France est en train de piller la Sonatel, vous serez d'accord avec moi? Bien sûr. Au vu de ce que vous venez de dire. Mais bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de décrier. Il n'est pas question aujourd'hui que France Télécom, qui devait nous accompagner dans l'investissement, qui devait nous accompagner dans le développement des infrastructures de la Sonatel, se met à externaliser nos infrastructures, à externaliser nos activités de télécommunication. Le Sénégal, le directeur, c'est un Sénégalais, n'est-ce pas? Oui, le directeur, c'est un Sénégalais. C'est pourquoi aussi on attaque la direction générale au même titre que France Télécom. On ne peut pas comprendre. Et là, donc, nous n'avons pas froid aux yeux pour lui dire que si tu n'es pas capable de gérer notre entreprise, si tu n'es pas capable d'orienter notre entreprise dans le développement qu'on connaît de la Sonatel, c'est-à-dire développement, croissance externe, aller vers les autres États, acquérir des licences, il faut vraiment céder la place à un autre Sénégalais qui est capable, qui est audacieux, pour vraiment se mettre au diapason d'une Sonatel internationale, multinationale. Qui décide de son maintien ou non? Oui, vous savez, hein, donc, comme vous l'avez dit, France Télécom à 42,33%. L'État du Sénégal à 27% dans le capital. Ah oui? Oui, donc il y a un conseil d'administration qui est dirigé, qui a comme président Stéphane Richard, qui est un Français. Donc tout se décide au niveau du conseil d'administration. Et le reste du capital, vous avez parlé de 42%, 27%. Le reste du capital? Oui, le reste du capital, il y avait le personnel aussi qui avait 10%. N'oubliez pas que le personnel avait 10%. Il y a les Africains, les nationaux qui ont eu à détenir le reste des actions. Donc tout ça, c'est en Afrique, le personnel, France Télécom et l'État du Sénégal qui fait à peu près 100% du capital. Donc il y a l'État aussi qui est là depuis quelque temps. Vous vous souvenez, en 2010, on a failli même céder les 9% encore pour permettre à France Télécom d'avoir la majorité absolue. Mais grâce à la combativité des Sénégalais et des travailleurs de la Sonatel, l'État a finalement renoncé. Ça fait longtemps que vous vous battez pour justement que le Sénégal puisse contrôler cette société. Jusqu'à présent, vous n'avez pas vu gain de cause. Aujourd'hui, ce sera quoi la prochaine étape? Après la conférence de presse, après d'autres luttes, ce sera quoi la prochaine étape? Oui, comme nous l'avons signalé, hein, donc nous avons déposé une plateforme revendicative. Une plateforme revendicative dont le premier point, c'est d'arrêter tous les projets en cours, les projets d'externalisation en cours de l'activité de la Sonatel. Donc, normalement, nous devons rencontrer la direction dans les plus brefs délais. Et à l'issue de ces rencontres, on va analyser vraiment si on est d'accord de rester autour d'une table et de discuter de la stratégie qu'il faudra mener au sein de la Sonatel. Là, on peut comprendre parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faudra se retrouver. Toutes les parties prenantes. Il y a l'État, il y a le peuple sénégalais, il y a la société civile, les partis politiques, les travailleurs, tout le monde pour qu'on puisse quand même donner une vision au secteur des télécommunications. Parce que vous savez, les télécommunications, ça bouge très vite. Donc il faudra réfléchir, amener la réflexion, donner des orientations pour se mettre en phase vis-à-vis du développement des télécommunications. Il faut nécessairement arrêter comme exigence l'externalisation. Mais bien sûr, si on n'arrête pas, donc si on est en train de dérouler, cela veut dire qu'il n'y aura pas de discussion. Finalement, ce sera face à face entre peut-être le peuple, parce que nous faisons partie du peuple sénégalais. Et d'après les discussions que nous avons eues avec les autorités de l'État, bon, ils sont en phase avec nous pour dire que oui, nous sommes là pour l'intérêt, nous mettons l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. Donc, nous pensons que l'intérêt du Sénégal se retrouve dans la discussion, se mettre autour d'une table et de discuter et vraiment de mettre la Sonatel sur le bon chemin. Dans le document qui vient de passer, vous avez évoqué un cas assez grave. Une société comme la Sonatel qui fait un chiffre d'affaires de près de 92 milliards et qu'à l'interne, il y a des travailleurs qui n'ont pas de contrat, il y a des travailleurs qui n'ont pas
même 100 000 francs, selon vos propos. Comment ça peut arriver? Comment est-ce que vous avez cautionné cela, jusque cela existe encore à la Sonatel? Oui, pour rectifier un peu, hein, donc les 91 milliards, c'est un bénéfice net en 6 mois, en un semestre. Nous faisons en un semestre, en 6 mois, on a un bénéfice net de 91 milliards, soit 15 milliards de bénéfices nets en un mois. Ça veut dire dans l'année 2 fois 91 milliards. Donc à peu près, si on fait le calcul rapidement, c'est 180 milliards normalement, si on met à extrapoler par rapport au premier semestre. Le chiffre d'affaires de la Sonatel aujourd'hui tourne pratiquement à 680 milliards. Vous voyez, donc c'est une entreprise aujourd'hui qui devait prendre en charge le problème de l'emploi au Sénégal. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Depuis pratiquement une dizaine d'années, on est en train de se lancer dans le système d'intérimaires. Donc on utilise les agences d'intérimaires, surtout au niveau des accueils. Bon, au niveau des caisses, ça s'est fait depuis quelques années. Donc on prend des intérimaires par l'intermédiaire des agences d'intérim. Et on les utilise comme ça. Hein. On les utilise. Depuis quand cela existe? Mais ça fait presque une dizaine d'années. Hein. Donc ça a un peu duré. Hein. Oui, comment est-ce que vous en tant que syndicaliste, vous avez laissé passer? C'est la question. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je viens d'arriver. Donc nous l'avons décrié en tant que délégué. Ça n'avait pas abouti. Aujourd'hui, Dieu a fait que nous avons les rênes du syndicat. Donc on a posé le débat et on exige quand même à ce que la Sonatel se met en phase avec la législation dans notre pays, au Sénégal. Intérimaire, c'est pour remplacer un permanent, mais pas pour occuper un poste permanent en permanence durant pratiquement toute sa carrière. Vous demandez le recrutement de toutes ces personnes, ou alors vous demandez que la Sonatel se libère de ces personnes-là? Non, qu'on les recrute. La législation est très claire. Un poste permanent, pour un poste permanent, on doit recruter. Comme je l'ai dit, l'intérimaire n'est permis que quand le permanent qui était là se retrouve dans une indisponibilité. Soit il est en congé, soit il a demandé une disponibilité. C'est en ce moment que tu as le droit de demander à l'agence d'intérim, par rapport au profil, par rapport au poste que vous voulez que l'intérimaire occupe, vous faites une demande et l'agence d'intérim vous envoie quelqu'un pour provisoirement occuper ce poste en attendant que le permanent puisse regagner et continuer à ses activités. Donc c'est dans ce cas seulement que l'entreprise a le droit d'utiliser des intérimaires. Mais malheureusement ici, on prend des intérimaires pour des postes permanents. Très bien. Votre dernier mot, nous sommes à la fin de cette édition. Ouais, donc nous vous remercions vraiment de nous avoir donné aujourd'hui l'opportunité de s'expliquer un peu sur l'actualité. Hein. Donc, comme vous l'avez constaté depuis 2 jours, c'est l'actualité au Sénégal. C'est la chaîne de tous les Sénégalais. Hein. Oui, donc nous remercions la chaîne, donc tout le personnel de LCS. Donc merci encore. En tout cas, peut-être vous allez nous entendre dans les jours qui suivent parce que nous venons juste de débuter le combat et nous le mènerons jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci, M. Biagui. Merci, Babacar Sarr, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de Sonatel. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi, depuis vous qui nous suivez depuis vos salons. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci à Moussa Koulibaly. Merci également à Amadou Kébé. Merci à Mansour Ndiaye, à la réalisation Amara Souma. Au revoir. Demain 21h pour une autre édition. Bonne soirée à tous.